Samuel, la fortune de la famille Moubarak s'élèverait à plus de 70 milliards de dollars US selon l'analyse faite par des experts du Moyen-Orient. Une grande partie de sa fortune se trouverait dans des banques britanniques et suisses ou investie dans l'immobilier à Londres, New York, Los Angeles et le long des côtes de la mer Rouge. Alors question Samuel, comment peut-on dévaliser à tel point un pays entier? Ah, ça c'est une bonne question, dites donc. Bonjour Simon, bonjour à tous. Eh bien, vous savez, c'est un paradoxe. La mentalité de certains chefs d'État dictateurs, c'est un paradoxe, on n'arrive pas à suivre le cheminement de leur raisonnement. Comment est-ce qu'on peut aspirer à 82 ou 83 ans à continuer de voler son pays pour être encore plus riche de quelques milliards? Il y a des paradoxes comme ça qui sont totalement inexplicables. Vous savez, quand Mobutu est mort, il a laissé une fortune de 20 milliards de dollars. Et figurez-vous qu'il a été assassiné par sa garde personnelle, par les gens qui étaient censés le protéger. Ils l'ont tué parce qu'il n'a pas fait le salaire. Ce devait être une somme de quelques 200 ou 300 000 dollars ou 500 000 dollars. Un homme qui possédait 20 milliards de dollars n'a pas payé les gens qui le gardaient, qui le protégeaient. Ils l'ont tué. Alors, pour analyser des choses pareilles, c'est assez difficile. Et alors, ce qui plus est, c'est que ces sommes proviennent de l'État, c'est-à-dire que c'est un vol direct dans la caisse de l'État. Bon. Alors, si vous voulez, moi, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, parce que d'abord, on a vécu une période de paix et de grande paix avec l'Égypte grâce également à Moubarak. Quelque part, nous lui devons une certaine reconnaissance de nous avoir aidés à préserver la paix. Alors, vous savez, les folies de Moubarak du côté de ces milliards de dollars qu'il aurait détournés, finalement, moi, je ne veux pas me poser en juge. Je continue à admirer la façon dont il a su sauvegarder nos accords et je continuerai à l'estimer pour cela. Voilà, maintenant, si vous voulez, il va y avoir un nouveau régime qui va s'installer. Nous espérons qu'il sera démocratique, nous espérons qu'il sera solide, nous espérons que les nouveaux dirigeants sauront comprendre que leur intérêt, c'est quand même de maintenir l'accord de paix avec Israël, parce que c'est pour le bien des deux peuples. Et nous espérons, comme nous avons l'habitude de le faire, mais nous sommes sur le garde, nous sommes organisés, nous avons nos soldats là où il faut, et nous attendons, comme je l'ai dit, dans l'espoir que tout se déroulera bien. Maintenant, alors évidemment, la poudrière née de la révolution de la Tunisie, que j'appelle le mur de Berlin qui est tombé, déclenche maintenant des hostilités en Iran, en Syrie, dans beaucoup de pays arabes à dictature forte, sans qu'on en parle d'ailleurs tellement. On empêche les pays européens, enfin en tout cas les pays étrangers, de prendre des photos, mais ça marche. Alors on va se retrouver avec un Moyen-Orient dans quelques mois, ou un an ou deux, un Moyen-Orient démocratique. Eh bien moi, je suis un optimiste. Et j'estime qu'il vaut mieux avoir un Moyen-Orient démocratique, même s'il est un peu dangereux du côté des fanatiques et des islamistes radicaux. Mais de toute façon, je continue à penser que dans le temps,
ça va être une très bonne chose, et pour Israël, et pour ces pays, et pour le monde. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.